Salut, salut les amis, bienvenue dans la quotidienne d'En roue libre sur le Tour de France. On est ensemble de 19 à 20 heures. Aujourd'hui, on a vécu une étape mi-décevante, mi-de transition. Je ne sais pas encore, les amis, pas de chanson aujourd'hui. Non, je ne laisse ça pour les très grandes occasions. Et j'avoue que aujourd'hui, j'ai été relativement triste face à cette étape-là. Pas de Français qui gagnent, des favoris qui se regardent, des équipes qui se battent pour le classement de la meilleure équipe. Non, franchement, j'ai pas eu envie de leur rendre hommage, j'ai pas eu envie de faire vivre ce Tour de France. Donc, je vais essayer de me réconforter avec les copains, avec Polo, avec Robin, avec vous, le chat. Et demain, peut-être, s'ils me font plaisir, il y aura une chanson. Comment ça va, Polo? Écoute, ça va un peu malade depuis 24 heures, mais bon, comme vous pouvez le voir, un mon teint bien palo. On a tenté de profiter de la journée de repos pour se refaire, mais comme David Godu, la forme tarde un peu à revenir. Donc espérons quand même que j'ai un bon finish pour gagner le quiz, comme le souhaite Hazardinho dans le chat. Ouais, un souhait que ne partage pas Robin, bien évidemment. Non, évidemment pas. Mais bon, j'ai un petit peu de marge, donc je peux me permettre de lâcher un quiz. Moi, je voulais faire un tennis aujourd'hui, et il pleut, il a plu toute la journée chez moi, donc j'ai Ah, rien donc fait. t'avais prévu un tennis en pleine étape, t'avais un peu pas, t'avais pas coché cette étape, quoi. Non, j'avais prévu un tennis ce matin, fin de Ah, ok, matinée, vers ok. 11h midi, tu vois. T'es bon au tennis, toi? J'en ai fait, mais il y a longtemps. Ok, d'accord. Moi, je suis une vraie quiche. Pour le coup, c'est vraiment un sport où je ne maîtrise absolument rien. Bref. Du coup, démarrons, les amis, par le débrief de cette étape-là. Salut à tous dans le chat. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez tous passé une bonne journée. Je ne sais pas à quel point vous avez regardé l'étape du jour, si vous n'avez pas regardé, si vous êtes avec nous d'ailleurs. Parce que vous ne l'avez pas regardé du tout et que vous voulez un petit résumé. Est-ce que vous avez pris en cours de l'étape? Est-ce que voilà, comment un peu vous avez vécu cette étape? N'hésitez pas à me le dire dans le chat. Du coup, voilà le classement de cette étape-là avec la victoire de Patrick Conrad, donc de la Bora, devant Sonny Colbrelli. Comme quoi, encore une fois, Sonny Colbrelli dans une étape montagneuse, comme sur la première étape des Alpes, ben voilà, sur la première étape des Pyrénées, eh bien, il est là, il est présent, enfin sur la deuxième, on va dire. Il est présent en terminant deuxième. Pourquoi Il y tu a rigoles? Jean-Mur qui me tue de rire dans le chat. Il me fait un peu de peine aussi, mais il avait perdu 3000 balles à cause de David Godu la semaine Non, mais dernière. Il Jean-Mur, me tu dit manques qu'il a trop aussi. ruiné encore. Par contre, Jean-Mur, tu es un piètre placeur d'argent, un piètre Non, placeur financier. c'est un Français chauvin et on ne peut que féliciter cette envie de faire gagner les Français. Mais par contre, demain, on est le 14 juillet. C'est peut-être demain qu'il faut aller Ouais. sur le bleu, blanc, rouge. Il attaque toujours la veille, un peu comme les coureurs français en ce moment, malheureusement, notre Jean-Mur. Mais bon, regardez de loin et déçu pour Godu. Faut arrêter de mettre sur Godu, bah oui, peut-être, mais on ne sait pas. Peut-être qu'il y a une Non, faut le mettre ascendante. faut le mettre les bonnes journées. Enfin, c'est d'ailleurs Voilà. un peu l'image de Godu, quoi. Lui aussi, il faudra qu'il court, qu'il aille dans les échappées les bonnes journées. Mais on Après, aura le c'était pas une temps. si mauvaise journée aujourd'hui, hein. En vrai, c'était pas une Regarde, si mauvaise. Exactement. l'échappée va encore au bout, il est dans la bonne échappée, c'est pas si mal. En vrai, C'est c'était vrai. pas une si mauvaise journée. C'est pas du tout ce que je me suis dit quand je l'ai vu prendre l'échappée. Mais pour le coup, non, il a presque bien fait d'aller dans cette échappée aujourd'hui, même si, au vu de Il la aurait pu être finalité, le il s'est meilleur. dit qu'il aurait peut-être pu garder des forces pour une arrivée qui lui convient mieux dans les prochains jours, notamment. Un peu en pointillé à cause du taf, nous dit Chostigal. Et ben, Moi, je vais force à regarder en vous, il y a entier, par contre, cela toujours. dit. Eh ben, il y en a J'étais, pas mal qui nous regardent en entier aujourd'hui, donc on va j'étais, avoir des j'étais un choses à peu, dire. j'étais un peu malade. Je m'en mettais un peu des finales NBA et du gros week-end qu'on a eu. J'ai regardé le rugby, Joseph. Je me suis régalé. Tu m'avais pas dit qu'il y avait un match de rugby à 11 h du matin en France. À midi, ouais. Ouais, bah c'est pareil. Ah ben non, j'étais chez Winamax aussi ce matin, donc finalement j'ai Ouais, quand à même un peu, 11h, j'ai tu quand étais même un chez peu Winamax. bossé. Et après, le timing était parfait puisque juste à la fin du match, L'étape est l'étape a partie. commencé, donc c'était Exactement. top. Exactement. Non, non, ouais. Belle victoire des Français, la première depuis plus de 30 ans en Australie. Ils ont régalé avec un Jonathan Danty de très, très haut Qui niveau. a raté le match de Mathieu Boscaro du coup pour cette journée. Exactement, Donc, ça exactement. devait faire, Mathieu ça devait- Je ne Boscaro. connais aucun des sombres personnages que vous citez, hein. Eh ben, Mathieu Mathieu Boscaro, c'est un de Boscaro. nos très bons amis qui s'est marié ce week-end et c'est Voilà. un des meilleurs potes de Jonathan Danty, c'est un rugbyman de l'équipe de France.
Voilà. Et D'accord. Mathieu Boscaro, qui était capitaine des jeunes au Stade français, c'est lui-même qui a proposé à Jonathan Danty de se mettre au rugby. Et Jonathan Danty a épousé cette carrière-là et aujourd'hui est présent avec l'équipe de France. Voilà pour la petite histoire privée, mais qui finalement ne le devient pas, donc qui est intéressante à raconter. On revient au cyclisme avec cette victoire du coup de Patrick Conrad. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Patrick Conrad? Je ne sais pas si on a commencé à parler de Godu, les gars. Vous savez quoi? On va continuer parce qu'en fait, quand Oh, on peut Conrad commencer sur part, Conrad. Saluons quand même la perf. On parlera de allez, Godu si plus tu veux, tard. Paul. Il y a Ça, des c'est parce choses que à dire. Paul, il va en parler 10 Si tu veux. secondes de Conrad et après, il va passer à Non, autre non, chose. en vrai, pas du Non, mais tout. tu sais pourquoi, Paul? Parce que j'hésite, parce qu'en fait, quand Conrad part, l'étape se décide et il y a discussion entre Godu et Bonamour, et c'est de ça un peu dont je voulais parler. Ouais, Mais mais t'inquiète pas, on va en parler, tu as ça. raison, On va en parler. Conrad Paul fait une très belle étape et ça fait longtemps qu'il tournait autour. Déjà dans ce Tour de France, au Creusot aussi, il fait une belle place. Et aujourd'hui, il a une très belle victoire, sa première World Tour, et elle est méritée compte tenu de son début de carrière. Ouais, ouais, et elle est complètement méritée. C'est quand même fou qu'un coureur comme ça, qui s'est peut-être lui aussi, comme beaucoup, hein, peut-être un peu trop concentré sur le classement général sur ses premières années, a enfin cette grande victoire qu'il mérite. Alors évidemment, il est double champion national d'Autriche, mais comme le disait justement Guillaume Di Grazia, sa première victoire internationale. Et quand on voit son Tour de France aussi, c'est un Tour de France où il est offensif, il est attaquant, souvent dans les bons coups. Il n'était pas passé loin aussi sur le Dauphiné. On se souvient que si Marc Padoun n'est pas là, avec Sepkus, il va jouer la victoire d'étape. Je ne sais plus à quelle arrivée, mais bon, peut-être que dans quelques années, on la leur rendra, ces deux-là. Mais voilà, c'est mérité. Le test. C'est- Mais Polo, t'as mais non, mais tranché sec là. non, je T'as lu veux dire, l'avenir là. j'ai pas lu l'avenir. C'est déjà arrivé dans l'histoire que Ah oui, des c'est victoires déjà soient arrivé, rendues. oui. Oui, Non, oui, non, mais oui. plus sérieusement, Patrick Conrad est un très beau coureur et depuis ce début du Tour de France, il mérite d'en claquer une. Et aujourd'hui, surtout, comme le disent les gens dans le chat, c'était le plus fort, tout simplement. Alors, on pourra parler de stratégie tout à l'heure, etc. Pour le coup, c'était le plus fort aujourd'hui et il la mérite. Simplement. Parce qu'il a eu des couilles aussi, ça faut le dire, contrairement à d'autres, hein. Et je parle pas forcément que de David Godu. Des couilles, effectivement, partir à près de 40 bornes de l'arrivée, Robin, et surtout de résister ensuite, alors qu'il fait très froid, que le début d'étape a été très compliqué. On rappelle, ça a mis près de 80 km à se former cette échappée-là que vous voyez sur le classement général, parce qu'en première partie d'étape, il y avait une autre échappée, Asgreen, qui a fait un écart monumental tout seul, qui a été rejoint par Cataneo et Kwiatkowski. Et derrière, cette échappée de 3 a été reprise avec toutes les tentatives d'échapper. Finalement, même pas par un contrôle du AE ni rien, hein. Vraiment, c'est ces échappés qui sont ressortis et un gros groupe s'est formé. Et effectivement, Conrad est parti, Robin, au bon moment. Ouais, je pense que de toute façon, ces étapes-là, elles sont tellement écrites là pour des échappées, encore plus sur ce Tour de France 2021. On l'a dit déjà plusieurs fois dans les émissions, quand ça arrive pas au sprint, ça arrive systématiquement en échappée, en dehors des deux premières étapes pour Alaphilippe et Van Der Poel, où ils gagnent quand même en solitaire chacun. Donc, en gros, il n'y a jamais une étape depuis le premier week-end en Bretagne qui est arrivé pour les favoris du classement général. Pogacar, il n'a pas gagné d'étape, et puis Carapaz non plus, Vingegaard non plus, etc. Donc, tu sais très bien qu'il faut prendre l'échappée parce que c'est le seul moyen de gagner l'étape. Et il y a quand même un paquet de monde qui veut en gagner des étapes. Donc, ça fait du monde qui veut partir, et forcément, quand tu as deux mecs devant, deux ou trois mecs, voilà, quand tu as un trop petit groupe, en tout cas, ça peut pas partir pour moi parce qu'il y a trop de gars derrière qui ont faim et qui veulent aussi être dans l'échappée. Donc, voilà, un groupe avec 3-4 coureurs, deux équipes représentées, ça n'a aucune chance d'y aller. Même si tu as Asgreen, même si tu as Cataneo, Kwiatkowski, qui sont des mecs qui roulent super bien, c'est certain qu'il y a trop de motivation derrière. Et pour revenir sur Conrad, il avait gagné une fois en dehors de l'Autriche, parce que c'est ce que disait Paul. En fait, il a été 2 fois champion d'Autriche et il gagne une fois le Tour d'Autriche. Il avait gagné en jeune au triptyque des Monts et Châteaux, qui est une course typique de PCM que tu ne connais pas très bien si tu n'as pas joué à PCM. Et c'était avant qu'il passe pro. Donc en fait, la dernière fois qu'il a gagné en dehors de l'Autriche, c'était avant d'être professionnel. D'accord, ok. Du coup, bah, voilà, bravo à Patrick Conrad. Sur ce classement de l'étape, on a vu que Sonny Colbrelli
avait terminé deuxième et que Michael Matthews avait terminé troisième. À noter les quatrième et cinquième places de Franck Bonamour. On pourra d'ailleurs peut-être parler de Franck Bonamour et de Perrichon dans la chatroom, pourquoi pas. Mais très belle opération, Paul, pour Sonny Colbrelli dans la lutte dans cette potentielle lutte au maillot vert, mais surtout aussi pour Michael Matthews. Les deux là, ils laissent en tout cas la possibilité et ils mettent la pression en tout cas sur Cavendish. Ouais, Elle est relative, mais elle existe. elle est relative, elle existe. En tout cas, c'est les deux coureurs qui ont l'air de se faire plaisir sur ce genre d'étape. J'ai jamais vu ces deux-là aussi en forme quand la route s'élève, et à partir de ce moment-là, que tu arrives à marquer des points sur des sprints intermédiaires un peu casse-pattes, quand tu arrives à aller marquer des points même aux arrivées d'étape. Alors oui, tu peux peut-être imaginer emmerder un Mark Cavendish qui lui était bien loin derrière. Voilà, mais maintenant Matthews, il a quoi? Il doit être à une cinquantaine de points de Mark Cavendish. 37, non? Vous avez le classement là, les gars, si vous voulez, vous, sur OBS et même sur le rendu Ah oui, Twitch. exact. Vous l'avez sur les 279 à 242, donc ouais, même un peu moins. Voilà, demain, Cavendish peut aller chercher le sprint intermédiaire. Il faut pas que Cavendish rate des sprints et Ouais. surtout un sprint final. Voilà, si te claque le sprint à Libourne, disons, bon, c'est terminé. Mais s'il a n'importe quel problème, que ce soit une crevaison à un mauvais moment, une chute, un truc X ou Y, en considérant déjà qu'il va passer les Pyrénées, mais voilà, s'il a un problème autre, tout de suite, il va se retrouver sous la pression d'un Matthews ou d'un Colbrelli, enfin surtout d'un Matthews, je pense, qui a très vite fait il va pas aller prendre 50 points et gagner un sprint, Matthews, mais il peut très bien aller chercher un podium, prendre 30 points, et s'il prend 30 points et que Cavendish en prend 0 parce qu'il n'a pas fait le sprint, tu as un petit coup de chaud quand même. Ouais, il ne faudra pas que Cavendish, comme nous le dit Briac dans le chat, il ne faudra pas que Cavendish se rate avec les délais aussi dans les Pyrénées. Parce que ça, c'est un problème que Matthews et Colbrelli n'auront pas. Tout à fait. Et Bien je au mets contraire. juste- Alors, on en parlera tout à l'heure de cette étape-là, mais ça, c'est l'étape de demain, par exemple, qui peut avoir son importance pour montrer que le sprint intermédiaire aura lieu très tard. Et ça peut être une des raisons pour lesquelles l'étape de demain peut aller très, très fort, parce qu'à mon avis, Colbrelli et Matthews et Cavendish vont avoir en tête de potentiellement aller chercher des points à cet endroit-là, ou surtout Colbrelli et Matthews, parce qu'ils en auront la capacité. Cavendish, lui, il a toutes les raisons de laisser filer une échappée où il n'y aurait pas Matthews et pas Colbrelli, Complètement. pour que l'échappée prenne les points et que ce soit réglé. C'est ça, mais par contre, tu peux être sûr que si Matthews et Colbrelli se glissent dans l'échappée, tu ne pourras pas être surpris de voir Cavendish y aller aussi, par contre. Parce que là, pour le coup, il faut plus trop calculer. Il faut pas laisser Matthews reprendre 20 points, par exemple, sur ce sprint intermédiaire là, parce que là, pour le coup, ça a commencé à être inquiétant. Comme tu dis, Robin, il reste à aller, on va dire, 2 sprints après. C'est pas dit qu'il y ait une chute ou que, enfin voilà, il peut se passer 1000 trucs. Donc, il faudra faire attention. Ouais. Du coup, je reviens à cette lutte dans l'échappée. Oui. Donc, on se concentre un peu sur ce qui s'est passé avec David Gaudu. Donc à 33, on l'a vu à 40 bornes de l'arrivée, il s'est scellé avec Colbrelli, donc il est revenu sur lui. Ensuite, donc, il n'a pas réussi à lâcher Colbrelli de sa roue. Il en a un peu profité aussi, un petit peu dans la descente, même si on sentait bien que Colbrelli, qui arrivait à tenir, était quand même à l'extrême limite et qu'il n'a pas été très utile dans Il a la failli terminer un descente. virage dans les barrières. Il a même d'ailleurs chassé de la roue arrière un moment. Donc il est retourné, il a été repris finalement, il a coupé son effort en voyant qu'il n'arrivait pas à revenir sur Conrad. Et on a vu qu'à 400 mètres du sommet d'Aspret de Sarat, il a quand même essayé et il a lâché ni Skuns, ni Perrichon, ni Colbrelli, ni Matthews, ni en gros personne. Où est-ce que, Robin, selon toi, se situe l'erreur de David Gaudu aujourd'hui? Est-ce que c'est une erreur stratégique de ne pas avoir suivi Conrad plus tôt, ou est-ce que tout simplement il n'était pas assez fort et son attaque qui n'a lâché personne en est la symbolique? Non, je pense pas que ce soit qu'il n'était pas assez fort, parce que quand il attaque, il lâche pas tout le monde, parce qu'il lâche pas Colbrelli, mais il lâche tous les autres quand même. Donc c'est qu'il avait des jambes correctes. L'erreur, c'est de pas avoir suivi Conrad. Et ça veut dire que malheureusement, il se rend pas compte quand Conrad part que c'est le coup qu'il faut suivre. Il y a eu l'interview de Bonamour à l'arrivée où il explique que Gaudu lui a dit on va laisser bosser les Bahreïn parce qu'ils sont deux. Je sais pas si c'est la bonne stratégie à
à avoir de toujours essayer de jouer avec les autres, entre guillemets. Si t'es fort et qu'il y a un mec fort qui part, bah vas-y. On l'a vu quand même pas mal de fois sur Tour de France. La dernière fois, c'était il y a 2 jours avec Mollema. On l'a vu avec Polite sur une étape à un profil différent. Quand il y a un mec fort qui part, au lieu de croiser les doigts et de serrer les fesses pour que les autres roulent à ta place, bah vas-y si t'es fort. Vas-y, et ça t'évitera de devoir ensuite boucher un trou de 50 secondes, ce qui évidemment est quasiment impossible. Et donc tu te retrouves à bloquer à 20-25 secondes et tu finis par abandonner parce que tu rentres pas. Voilà. Peut-être que, comme dit Briac, il aurait quand même perdu face à Conrad et qu'il se serait fait aligner au sprint. Mais j'en suis pas certain. Godu, il a une pointe de vitesse pas dégueulasse pour un grimpeur. Ce que n'a pas forcément Conrad, et c'est une des raisons pour lesquelles aussi il n'a pas Voilà. gagné Et tant puis, d'étapes dans sa carrière. si tu suis Conrad, au moins tu es avec le mec qui. Enfin, tu la joues la victoire. Alors peut-être qu'après tu gagnes pas, mais tu joues la victoire. Là, en étant en groupe de derrière, ce qui est sûr, c'est que tu joues rien du tout et il finit 10e. Moi, je suis moins catégorique que ça. Je pense pas que ce soit une erreur de pas suivre Conrad dans le col de Corps, de Corps, je sais plus comment on dit. De l'accord, De officiellement. l'accord. Alors évidemment, Conrad attaque, il met une attaque France, c'est un client, on sait qu'il est en forme. L'idée de base serait de le suivre. Le truc, c'est que Conrad récupère devant des mecs qui lui ont pas servi à grand chose. Pour moi, l'erreur de Godu, parce que pareil, moi je pense que même si Conrad avait l'air plus fort aujourd'hui, je pense que Godu a largement le moyen d'être avec lui. L'erreur de Godu, c'est de ne pas attaquer plus tôt dans le porté d'aspect et de s'isoler et de monter à son rythme pour attraper Conrad. Il y a 2 km de plus dans le porté d'aspect. Godu, il rattrape Conrad facilement. Évidemment que quand Conrad part, il reste du matos et Godu l'a bien vu sur l'étape d'Andorre. Lui qui a pris en main avec ses équipiers, qui a pris la course en main avec Armirail et avec Madouas, il a vu qu'en fait, derrière lui, tu avais des mecs qui sifflaient qui fumaient la pipe et qui lui ont mis à l'envers sur Brexalis. Là, l'idée, ce qu'il s'est dit, c'est que je ne vais pas me faire avoir 2 fois, je vais laisser bosser un peu les gars, Conrad, il va s'isoler. Et moi, par contre, dans le porté d'aspect, je vais revenir et je vais lâcher tout le monde. Et dans le porté d'aspect, j'ai pas trop compris ce qu'il a fait. Il a mis du temps à attaquer. Quand il attaque, il est fort, mais il n'arrive pas à lâcher Colbrelli. C'est peut-être aussi un manque de confiance en lui, un manque de confiance en ses jambes, parce que autant, je suis pas sûr que l'erreur stratégique, que le fait de laisser partir Conrad dans le col de la Corse soit une erreur stratégique, autant mettre du temps dans le porté d'aspect à démarrer, c'est dommage parce que je te dis, t'attaquais 1 kilomètre avant, il revenait sur Conrad et là, c'est pas Je la suis même, pas c'est pas sûr. la même compétition. Parce qu'on a vu sur le haut du col, il reprenait plus rien déjà. Il a fait, sur le moment de son attaque, il reprend et il fait baisser l'écart de 20-25 secondes rapidement en 2 km. Et après, sur le haut de l'ascension, il reprend plus rien. Donc, c'est justement le problème. C'est que ça lui donne pas l'espoir de. C'est donc un problème de jambes. Parce que s'il n'arrive pas à reprendre Conrad sur un long col et ne pas arriver à lâcher Colbrelli, c'est peut-être aussi un problème de jambes de David Godu, un peu comme. Je sais pas, il a lâché tous les autres. Dimanche, hein. Il a lâché tous les autres. Donc, c'est qui tous les autres? les mecs qui étaient encore dans le groupe. Voilà, et quand il attaque, il fait un bon tri. Évidemment que c'est pas c'est pas les mecs qui avaient dans le groupe dimanche sur l'étape d'Andorre. C'est pas Sepke, c'est pas Valverde, c'est pas ces gars-là. On est d'accord. Mais voilà, c'est Backlund, Tompkins, Alex Aramburu, ok. Mais c'est que les sprinters, quoi. Il y a du Matthews, du Colbrelli, du Aramburu. Skuns, c'est raison plus. rapide aussi. Raison plus. Avec Pierrichon, il est content d'être là. Raison de plus, tu comptes sur les sprinters pour te ramener sur Conrad. Si t'es les seuls 2 grimpeurs, bah vas-y, quand Conrad il attaque, vas-y, suis-le et vous allez faire votre truc à 2. Parce que de toute façon, tu sais aussi que t'as pas le droit d'emmener au sprint les Colbrelli, les Matthews, tous ces mecs-là qui terminent tous devant Godu aujourd'hui, sans exception. Tous ceux qui sont arrivés avec lui, ils ont fini devant. Bon, et après, il a peut-être pas disputé le sprint, il savait un peu que c'était réglé. Mais t'as Conrad qui part, qui est le seul mec dans ton profil. Vous êtes 2 grimpeurs. Vous êtes les 2 sur le papier qui sont ceux qui peuvent faire la différence à la fois dans le col de la Corps, ou dans le col du porté d'aspect. Bon, bah vas-y, c'est ton allié pour la journée, en fait, c'est évident. S'il avait les capacités de le suivre. En tout cas, c'est une vraie décision apparemment qu'il a pris, hein, parce que c'est ce que Bonamour disait en interview. Mais il a fait le choix et de laisser Colbrelli et Wright, en fait, qui est arrivé très loin. Là, je vous ai mis que les 10 premiers.
Mais Wright, le deuxième Bahreïn, lui, a explosé et est arrivé à juste 4 minutes derrière 41. Fabien Doubé, ouais, juste en gros. Mais je trouve que c'est pas une mauvaise. Stratégiquement, je trouve que l'erreur, elle n'est pas là. Moi, l'erreur, c'est de pas démarrer plus tôt dans le portée d'aspect qui est plus difficile. En tout cas, il y a une erreur. Hein En tout cas, il y a une erreur. En tout cas, il y a une erreur. Voilà, ça c'est sûr. Et est-ce que c'est pas lié aussi, comme je te le disais, enfin comme je vous le disais, à un problème peut-être de jambes et de confiance en ses jambes parce qu'il y a quand même ce fait de pas lâcher Colbrelli, quoi. Est-ce que c'est Colbrelli qui est surhumain ou est-ce que c'est Gaudu qui est pas en jambes pour lâcher Colbrelli? Ça aussi, c'est une vraie question. Et le dernier truc à noter dans le domaine de prise de décision aussi, c'est que quand il dit qu'il y a 2 Bahreïn potentiellement, il sait que potentiellement Colbrelli ne va pas le lâcher, mais c'est peut-être le deuxième qui lui a mis le doute. C'est-à-dire que le deuxième Bahreïn qu'on connaît un peu moins, qui est donc Fred Wright, qui était chez CCC Team en 2019 et qui est arrivé chez la Bahreïn en 2020. Il a 22 ans. Et quand on connaît la forme des Bahreïn, peut-être que David Gaudu s'est dit que lui, ou alors allait travailler énormément pour Colbrelli, ou alors allait partir seul et donc allait être fort. Peut-être que c'est cet inconnu-là. Dans des étapes comme ça, je pense que tout le monde est un peu pas à bloc tout le temps, mais tout le monde dépense de l'énergie. Et je pense que si tu sors avec Conrad, même s'il y a des mecs qui réussissent à revenir derrière, ça leur aura coûté un effort tellement gros que tu n'auras pas perdu dans l'histoire. Parce que au final, si à la fin ça se regroupe, ça va pas se regrouper à 15 non plus. S'il y avait un groupe qui était rentré sur Conrad et Gaudu, admettons Gaudu était parti avec Conrad, il y aurait peut-être un ou deux gars super forts potentiellement qui seraient rentrés. Je pense que ces gars-là qui seraient potentiellement rentrés, ils auraient eu une grosse débauche d'énergie, pour recoller, et que Gaudu et Conrad devant, qui auraient pu se préparer au fait que des gars revenaient, aurait pas eu un énorme désavantage du fait d'être parti un peu plus tôt, quoi. Sachant qu'on parle pas d'attaquer au kilomètre zéro. On parle d'avoir suivi Conrad, de même pas y aller tout seul, d'être accompagné, de pouvoir se prendre des relais et d'être les 2 meilleurs grimpeurs de l'échappée. Donc moi, je pense vraiment que c'était le coup à faire. Après, évidemment que c'est facile à dire après coup. Évidemment aussi que la décision sur la route, elle se prend en 10 secondes, même pas. C'est soit tu y vas tout de suite, soit après, c'est mort. Donc, c'est beaucoup plus facile à dire après coup et en ayant vu le scénario de la course. Parce que peut-être qu'une autre fois, ça aurait marché, que les Bahreïn auraient roulé, repris tout le monde et que Gaudu aurait mis la mine nécessaire dans le final. Mais là, après coup, ouais, ça sonne comme un mauvais choix. On avance dans le débrief de cette étape. En termes de favoris, il ne s'est absolument rien passé. Donc, comme on voit, c'est toujours le même classement général avec Pogacar avant la suite des Pyrénées, qui est toujours premier avec 5,18 d'avance sur Uran et un paquet de prétendants au podium. On avance juste pour dire que voilà ce qu'on a vu notamment aujourd'hui sur les routes. En gros, il s'est passé 2 trucs importants dans le peloton. EF Nippo a roulé sans doute pour le classement par équipe. Et de toute manière, ça n'a servi absolument à rien, bien au contraire, parce que 60 km plus tard, voilà ce que donne le classement par équipe avec Bahreïn et la belle place de Colbrelli et celle du coup de Fred Wright, du coup, qui n'a pas totalement été repris par le peloton. Et bien, EF Nippo a pris quand même 24 minutes de plus. Et pareil pour AG2R, qui prend 24 minutes de plus. Donc, aujourd'hui, à 35 minutes d'avance, à voir si sur les deux. Qu'est-ce que c'est que tous ces points rouges? Pourquoi il y a des points rouges? C'est un raid. C'est un raid d'un petit gonze qui nous a envoyé 40 spectateurs, qu'on salue d'ailleurs. Merci à vous. Salut la famille. Ça s'appelle Zenobvi. Ah bah salut. Salut les amis. Salut les petits points rouges. Le maillot à pois. Les potes de. Les potes de Richard Virenque. Ouais, les potes de Richard Virenque. Bah, salut. Bah, bienvenue à tous. En tout cas, vous regardez Roue Libre. On est ensemble encore pour une bonne demi-heure. Donc voilà, je vous fais pas réagir là-dessus. C'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Ouais, on s'en bat les couilles. Oh, Paul. On s'en bat les couilles. Réagissons plutôt, les amis. Par contre, là, je vous attends au tournant sur le débat. Le débat qui aujourd'hui va porter sur les équipes. Voilà, les équipes. Quelle est l'équipe et quelle équipe est la plus décevante, pardon. Il y en a un certain nombre. Alors, avant de démarrer le débat, voilà ce qui peut aider un peu tout le monde à se mettre, à voir un peu les chiffres.
Et ensuite, Paul et Robin, vous allez me donner chacun l'équipe Les qui, chiffres pour ne vous, mentent pas. les chiffres ne mentent pas. Alors, je vais les mettre juste après que vous ayez donné chacun votre équipe la plus Ah, d'abord, décevante. on donne notre équipe la Ouais, plus décevante. vas-y, Robin, tu commences. Juste comme ça, sans argumenter. Sans argument, toi. Team DSM. Team DSM. Moi, Polo, je dirais la Movistar. la Movistar. Parce D'accord. que évidemment qu'il y a et ça c'est important à expliquer, il y a des équipes plus faibles au niveau des résultats. On pense à QBK évidemment, on pense à Intermarché, même à Total Direct Energy. Mais ça, c'est des équipes. Tu sais, c'est comme avec certaines filles, quoi. Quand tu t'attends à rien, t'es pas déçu, quoi. Et ben ça, c'est, c'est, c'est un peu la même chose avec ces gars-là. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes citent la FDJ, beaucoup de personnes citent aussi Cofidis. Moi, j'irais plus vers ces équipes-là, en plus de Movistar, plutôt que des équipes comme ça où on s'attendait un peu à les voir un peu galérer sur ce tour. Bon, alors, il y Clairement. a une première place qui est donc pour Polo, la Movistar, et pour Robin, DSM. Après, il y en a pas mal dans le chat qui citent effectivement la FDJ, mais pour Ulrich, FDJ au moins, ils essayent. Mais pour Pascal, c'est la Giga Kata, tout simplement. Wanty et Kubeka, c'est les fantômes. Alors, justement, les chiffres dont je vous parlais tout à l'heure, Oui, les voilà. Wanty et Kubeka sont les plus invisibles, mais c'est ceux aussi où on avait le moins d'attente. Exactement. C'est ce que j'ai tenté d'expliquer avec une image. Ouais, j'en remets une couche. J'ai dit la même chose. Ouais, peut-être que mon image était pas bonne, donc t'as bien fait. Si elle était très bonne. Voilà Mais ne quelques parlez chiffres peut-être pas à tout le monde. qui peuvent vous aider. Tout simplement, en fait, c'est alors Pro Cycling Stats qui fait ce classement-là. En gros, il y a des coefficients à ce que vaut une victoire d'étape, à ce que vaut le port d'un maillot jaune, le port d'un maillot gris, j'allais dire, vert, le port du maillot à pois, le port du maillot blanc. Et ensuite, il y a aussi des points pour un top 3 ou un top 10. Et ensuite, la première colonne qui est aussi très importante, c'est le nombre de jours passés avec un coureur dans le Current CG Position Best Rider. En gros, le classement général qui est important là-dedans. Donc, c'est avec des coefficients qui est décidé par Pro Cycling Stats. Donc, après, chacun estime ce qui est le plus important ou non. Nous, ce qu'on veut vous montrer au-delà du classement, c'est surtout les chiffres pour avoir un résumé, notamment des victoires d'étape, avec une victoire d'étape pour UAE, 2 pour la Jumbo, 5 pour la Deceuninck, et aussi voilà, les ports des maillots, etc. Donc, pour toi, Paul, la Movistar est l'équipe la plus décevante. Pourquoi? Bah parce que c'est l'équipe qui, sur le papier, a le plus d'armes pour faire mal à cette course. Et on avait beaucoup d'espoir en début de saison, en début de Tour de France. Moi, je suis désolé, quand je vois une équipe qui engage Miguel André Lopez, Enric Mas, Marc Soler, Alejandro Valverde, on peut espérer, Ivan Garcia Cortina aussi, dont on peut être aussi un peu déçu. Alors évidemment, on a eu des problèmes avec les déboires de Miguel André Lopez, la lourde chute de Marc Soler. Mais encore une fois, certes, on voit un Valverde faire une belle place de deuxième dimanche, mais la Movistar, tu sais pas trop ce qui se passe, tu sais pas trop ce qu'elle veut faire. Elle est en train de défendre une espèce de cinquième, sixième place, il me semble quand même assez 8e pour l'instant. huitième, voilà, mais qui se bagarre, on va dire, qui se bagarre pour aller pour le podium. Si je suis gentil, pour moi, c'est plus la cinquième, sixième Ah ouais, place. t'es bien gentil, ouais. Mais tu sais pas, la stratégie est quand même un peu bizarre avec un Enric Mas qui ne bouge pas de quel que soit l'endroit où il est en montagne, un Miguel Ángel Lopez qui est fantomatique. Je suis très déçu de cette équipe, c'est pour ça que je la mets haute dans ce classement. Alors, c'est un peu facile de taper un peu sur la Movistar, mais Oui, mais des fois, c'est bien. comme le dit Sostigal, ils passent leur temps à faire un peu n'importe quoi. On ne comprend pas trop exactement, comme le fait qu'ils roulent à Andorre dimanche, alors qu'Henrik Mas n'a pas tenté l'embryon d'une attaque. Miguel André Lopez n'a rien fait. Alors voilà, moi j'ai encore espoir. On arrive quand même dans les Pyrénées. C'est pas vraiment leur fief, mais on se rapproche quand même d'un public espagnol. Il y a de belles étapes à aller chercher, que ce soit pour Lopez ou pour Mas. Il y a de belles choses à tenter pour le classement général. J'ai quand même envie de les voir bouger parce que s'ils restent sur la lignée de leurs deux premières semaines de Tour de France, c'est un Tour de France honteux au vu de l'équipe alignée sur ce Tour de France.
Alors, juste, Polo, Je pendant crois que qu'il tu y a un parlais. souci avec le classement, non? Ouais, en fait, j'avais mis par pays. Donc, il va y avoir un classement beaucoup plus cohérent là. Donc, désolé, c'est moi qui me suis trompé. J'avais mis par rapport au pays, tout simplement. Mais les chiffres en soi étaient bons. Mais juste le classement fait qu'on s'embrouillait un peu. Là, on va avoir un classement qui est beaucoup plus cohérent. Et notamment, voilà, pour Polo, c'est la Movistar qui est 13e, notamment. Et la Movistar, on le voit, qui a un coureur seulement à la 8e place, mais qui, au-delà de ça, ne fait absolument rien, si ce n'est 4 top 10 dans ce Tour de France. Après, ouais. Ouais. Ouais, Vas-y, le vas-y. coureur de Movistar que tu as le plus vu, c'est presque Ivan Garcia Cortina quand il lance son sprint de super loin. Voilà, c'est ça. Voilà. Et encore, il part de super loin. Et ça aussi, ça fait partie des choses pour lesquelles on ne comprend pas trop. Quand on a encore de cette forme, on l'a vu notamment sur le Tour de Suisse, euh, ne pas l'aider comme ça, surtout quand tes objectifs ont été un peu chamboulés avec un Henrik Mas qui se bagarre pas non plus pour gagner le maillot jaune. Tu peux peut-être aider un peu Garcia Cortina pour les sprints, mais bon, ça c'est un débat qu'on a déjà eu aussi avec Henrik Laporte. J'allais dire non, pas du tout. C'est un autre débat qu'on a eu avec Henrik Laporte, mais avec Christophe Laporte. Donc, ouais, j'ai pas oublié Valverde, j'en ai parlé justement. Mais ça m'étonnerait que ça convienne à Movistar, la deuxième place de Valverde, hein, et la 8e place d'Henrik Mas. Clairement. Robin, du coup, pour toi, c'est la team DSM. Ouais, bah, je suis quand même d'accord avec Polo pour être déçu de Movistar. Parce que on en attendait mieux, hein, il a tout résumé. Mais quand même un petit peu pragmatique et je me doutais qu'on allait avoir un tour de Movistar comme ça. Je me doutais pas que Lopez serait aussi largué, etc. Mais on n'a quand même jamais eu des Movistar très très différentes de ce qu'on est en train de voir, disons, et que c'est une déception qui est finalement annuelle, quoi. On pourrait faire presque la même analyse chaque année. Moi, j'ai choisi DSM parce que eux, pour le coup, ils sortaient d'un tour 2020 incroyable et là, ils sont transparents. Donc, la comparaison est saisissante. En fait, tu n'as que 6 balls qui fait des top 10, hein, 4 fois dans le top 10 au sprint, mais c'est des top 10 lointains, 8e, 6e, 6e et 10e. Donc, bon, déjà l'année dernière, il avait au moins réussi à venir faire 2 podiums. On avait pensé qu'il pouvait claquer un sprint. Quand tu vois que cette année, il y a un plateau de sprinteurs décimé, qu'il n'y a plus Demar, il n'y a plus Ewan, il n'y a plus Sagan, Colbrelli, Matthews, ils vont les échapper maintenant. Voilà, il y a de la place quand même sur les sprints. Et Sisbol, il n'est pas là. Il fait des places loin, très très loin de la gagne, quoi. T'as l'impression qu'il n'est pas emmené alors qu'il y a quand même une équipe qui bosse pour lui. Et surtout l'année dernière, DSM sur le tour, c'était vraiment l'équipe ultra spectaculaire qui allait dans toutes les échappées, qui faisait la course tous les jours. On se rappelle qu'il y avait eu la victoire d'Hirschi, mais au-delà de sa victoire, il y avait eu des échappées incroyables où il ne gagne pas. Je crois qu'il y a celle de Nice avec Alaphilippe et il y a celle à la Reims de mémoire. Sur un Krag Andersen aussi. Voilà, Søren Kragh Andersen, bien sûr, qui claque 2 étapes. Donc incroyable. Casper Pedersen qui faisait des bons sprints. Nicolas Roche qui était aussi dans plein d'échappées. Tu avais Tige Benoît qui était aussi parti dans des échappées. Il y a des jours, tu avais 3-4 Sunweb à l'époque parce que c'était le nom de l'équipe. 3-4 Sunweb dans l'échappée. Et il te faisait des numéros. Alors bien sûr, c'était en grande partie dû à Hirschi et Søren Kragh Andersen, mais Hirschi, il n'est plus là, mais Kragh Andersen, lui, il y est encore. Et pourtant, on le voit pas sur ce Tour de France. Donc, ouais, voilà, c'est très décevant pour moi. Je pensais qu'ils allaient refaire un tour dans cette philosophie-là, disons. Surtout que, bon, voilà, ils n'ont pas de coureur pour le classement général. Donc, les jours où il n'y a pas de sprint, ils doivent être devant. Ils doivent jouer les échappées. Et surtout que tu vois que les échappées vont au bout tous les jours où il n'y a pas sprint. Donc, c'est bon. Quand il n'y a pas sprint, tu mets tes gars devant et tu y vas, quoi. Là, qu'est-ce qu'ils font? Je ne sais pas. Ouais, c'est vrai que la team DSM, comme le dit Marc, rapport budget-perf, ils sont relativement mal. Et tu vois, je trouve que la team DSM, c'est un bon choix parce que ils font déjà un Giro assez moyen, quoi. Pas de victoire d'étape. Là, je regardais un peu le même classement, mais pour le Giro, ils sont à 5 top 3, mais rien, aucun maillot distinctif de portée ni rien. T'as quand même Bardet qui se bagarre pour le général et Voilà, c'est ça. qui anime un peu l'état, qui anime un peu le tour. Qui anime un peu, mais de C'est pour tout. ça que j'ai voulu prendre disons une que- équipe qui jouait pas le général,
parce que je trouve que ça justifie quand même, même si c'est un truc avec lequel on a du mal, un gars qui joue une 8e place et qui la défend bec et ongle, mais ça nécessite, on le sait, d'avoir quelques mecs autour de toi, et généralement ça va monopoliser l'équipe, même si on peut dire que c'est pas justifié, ça se passe comme ça quand tu es dans le top 10. Je pense par exemple à un Lutsenko aujourd'hui, à Astana, je trouve que l'équipe elle est assez décevante, mais quand tu as Lutsenko qui est dans le top 10, ça paraît logique de défendre ce top 10 et que du coup tu sois articulé autour de Lutsenko et que tu n'ailles pas dans les échappées, etc. Mais pour le coup, DSM, ils n'ont vraiment pas de leader au général, donc il n'y a aucune raison qu'ils ne soient pas plus présents dans les échappées et qu'ils pèsent plus sur la course. On rappelle juste les équipes invitées pour lesquelles on peut avoir un peu plus de recul, disons, De un peu moins Clémence. d'entente. Voilà, de Clémence, merci. Donc Alpecin Phoenix qui fait un super Tour de France, il n'y a rien à dire. BNB Hotel, Total Energy et Arkea Samsic. Donc, dans les équipes World Tour qui devraient être meilleures, il y a Kubeka, mais Kubeka est catastrophique, mais à la limite, ils font un bon Giro avec 3 victoires d'étape. Ensuite, donc, du coup, la team DSM. Et après, tu as du coup. Cofidis. Tu as la Cofidis, ouais. T'as la Cofidis qui, pour le coup, n'est pas. Même si là, tu as Guillaume Martin. Avec la il gagne sur le Giro. Bah, voilà, disons mais là, on parle du Tour de France. Ouais, mais ouais, en fait, tu vois, je comprends gros coureurs, plus. ils sont sur le Tour. Hein. Leurs gros coureurs sont sur le Tour, c'est sûr. Laporte, Martin, ils n'étaient pas sur le Giro. Mais tu vois, des équipes comme Groupama et comme DSM n'ont pas été performants de l'année pour le moment. Tu vois, donc je suis encore plus déçu sur Tour de France parce qu'ils mettent vraiment toutes leurs billes. On a Godu qui fait des trucs, Jack Stewart qui fait des trucs, Ademar qui gagne des étapes. Décevant. On est loin, pour moi, on est loin de la Cofidis. Hein. On est loin de la Cofidis. Hein. Tu préfères la performance de Groupama à la Cofidis? Quand je vois le Tour des Pays Basques de Godu, le Liège de Godu, quand je vois ce que fait Jack Stewart sur les Flandriennes. C'est moins important que des grands tours. De quoi, Liège-Bastogne-Liège? Non, mais à part la victoire de la Fay, pour Cofidis, il n'y a pas non plus. À part la victoire de la Fay, il n'y a rien pour Cofidis. Donc, mais c'est une victoire sur un grand tour, donc ça remonte tout. Je sais pas. Hein. J'aimerais demander ce qu'il en pense à Fasseur. Bon, il me mentirait évidemment. Surtout que Cofidis, ils ont déjà. Cofidis, ils ont déjà Groupama, une victoire d'étape sur le Giro, ça ne va pas leur changer la vie dans le sens où ils en ont gagné 4 avec Arnaud Démare l'année d'avant. Pour Cofidis, ça a plus de signification que pour Groupama FDJ. Je trouve que l'année de la Groupama, elle est catastrophique. Mais évidemment que par rapport à l'année dernière, elle est catastrophique, mais c'est une équipe bien meilleure dans les résultats qu'une équipe Cofidis. La Cofidis, quand même avec un budget intéressant, certes. Guillaume Martin qui arrive, qui vient jouer les étapes, on se rend très rapidement compte qu'à la jambe, il ne peut pas les jouer. Bon, au jeu des échappées, il se retrouve quand même dans un bon classement en général. Après, s'il avait décidé de jouer le général, il n'aurait pas fait beaucoup mieux. Enfin, si tu n'as pas les jambes, t'as les jambes pour rien. Quoi. C'est exactement. Et d'ailleurs, tu le vois, le premier jour étant de jouer le classement général, il prend un tir. La gestion du cas Christophe Laporte, alors je ne sais pas si c'est pour lui faire payer le fait qu'il s'en va ou quoi que ce soit, elle est catastrophique. Après, voilà, tu as quand même des beaux coureurs comme Jesus Serrada ou Simon Geschke qui sont, je trouve, trop au service d'un Guillaume Martin, qui, eux, peuvent tenter des choses. La finalité, c'est que même si on voit le sponsor et qu'il y a des choses à raconter, notamment autour de Guillaume Martin, la finalité, c'est que le Tour de la Cofidis n'est vraiment pas bon. Et encore une fois, ça fait longtemps que ça dure, hélas. On rappelle que la dernière victoire de la Cofidis, c'est en 2008 sur le Tour de France. Non, c'est sûr, je ne le conteste pas. Après, c'est plus pour mettre en exergue le fait que le tour de la Groupama est catastrophique et que même le début du tour de la Groupama est catastrophique. Et on oublie, Joseph, excuse-moi, je te coupe, complètement oublié les jours en rose d'Attila Valter sur le Giro, si on doit comparer avec, si on doit comparer avec la FDJ. Après, tu as quand même beaucoup plus d'attentes envers la Groupama qu'envers la Cofidis quand même. Hein. Après, l'équipe il y a 2 fois plus de budget sur le Giro, tu ne pouvais pas avoir des attentes. T'as aucun, si t'as Mollard, mais sinon t'as pas de leader de l'équipe Groupama FDJ qui est sur le Giro. Et Mollard, on n'attendait pas non plus qu'il, il aurait pu claquer une étape, ça aurait été beau, mais c'était pas un devoir en mode t'es déçu si Mollard il claque pas une étape, quoi. Donc voilà, on a fait un petit tour comme ça des équipes. On peut faire des petites mentions rapides, je lève vraiment en un mot. Ah ouais, carrément. Mais l'Auto Soudal, notamment, vous en pensez quoi? Parce qu'on n'en a pas trop parlé. Eux, ils gagnent 2 étapes sur le Giro, mais là, on en a des pas mal. C'est décevant, mais ils n'ont pas de chance. Pour moi, tu perds Ewan au sprint sur le 2e sprint du Tour, tu perds la moitié de l'équipe encore, ils ont des abandons en pagaille.
tu peux pas faire grand-chose quoi, dans ces conditions. Ouais, non, c'est clair, le Soudal, pour le coup, bah, après, ça vaut pour beaucoup aussi, hein, mais ils ont vraiment pas de chance. Et puis, tu vois, tu perds Ewan. Je pense que dans ce Tour de France, Ewan, il peut en claquer 4 des étapes, hein, Ouais. s'il n'est pas blessé. Et après, évidemment, ta lecture est différente, mais pour le coup, après, il faut essayer de te recentrer. Thomas de Rennes, ça a l'air compliqué, on l'a vu dimanche. Philippe Gilbert fait un petit Tour de France peinard, tranquillou. J'aimerais bien le voir un peu plus. Et c'est vrai que, comme a dit Marc Twitch, Lotto est à 200 mètres de gagner avec Brent Van Moer. Mais bon, ça aussi, c'est la vie. Un petit mot sur le Team Bike Exchange aussi, qui est très décevant. J'en attendais plus d'un Chavez, Ouais. même plus que d'un Lucas Hamilton. Simon Yates, Dans les échappées, en mode pas pour jouer le général, parce qu'il était sur le Giro, ok. ouais, il était Dans sur les le Giro. échappées, il peut y aller et faire comme en 2019 quand il gagne 2 étapes. Hein. Ouais, clairement. Michael Matthews, on en a déjà beaucoup parlé. Et puis voilà. Après, moi, Astana, toi, je t'ai trouvé gentil avec eux, Robin. Après, c'est quand même une équipe qui a sur le papier une équipe magnifique, Ouais, je suis d'accord. qui joue les coups parce qu'ils mettent pas tous leurs œufs dans le même panier avec Lutsenko et qui se ratent. Aujourd'hui encore à Rambourg, C'est le deuxième budget du World Tour. Hein, on a vu Fraile se rater dimanche. On a vu qui d'autre aussi. On a vu Izaguirre aussi passer à côté, faire un top 3, il me semble, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc pour l'instant, tu tiens un peu à côté. Ouais, Izaguirre était pas loin, Raoul, exact. C'est bien ce qui me semblait. Et voilà, donc eux aussi, ils ont une dernière semaine là où ils ont intérêt à aller chercher un petit truc. Et Fuglsang, voilà, Fuglsang, le poids des années. Je sais pas trop où est-ce qu'on peut espérer le voir. J'ai quand même l'impression que la montagne haute, ça devient trop dur, surtout après 3 semaines. Écoute, ouais, voilà, Fuglsang, un peu déçu de son tour, ouais. un peu en demi-teinte. Je suis d'accord, je suis déçu de ça de manière générale. Ouais, moi aussi. Et après, évidemment, à la fin du tour, on évoquera les meilleurs et peut-être qu'on donnera des notes aux équipes, etc. Mais on salue évidemment les tours de. Comme le fait chronique du vélo. Exactement, c'est vrai qu'on fait ça. C'est vrai qu'on fait ça. Bon, non, on le fait pas à la fin du tour, on le fait à la fin de la saison. Ah oui, c'est vrai, je crois que c'était à la fin du tour. Autant pour moi. Non, mais ça marche aussi. On passe à la preview, les gars, de demain, donc 17e étape. On va la voir, cette étape. Tac, là, on peut être excité un peu, les gars. Allez, enfin. Parce que là, ça fait quand même quelques jours qu'on se fait chier. Bah, après, j'attends une première explication entre favoris, ça commence à me rendre fou. Bien sûr, mais merci. Et souviens-toi du débat qu'on avait eu sur le Giro. Et tu n'étais pas trop d'accord avec moi. Mais, non, mais je trouvais ça sévère pour les échapper, quoi. Mais là, c'est bon. C'est évidemment que mais quand ça se répète, oui. Quand tu as ce discours, c'est toujours sévère pour les échapper. Et surtout, là, sur le Tour de France, on a quand même des belles victoires, tu vois. Mohoric, Nispolite, Conrad. Je crois qu'on en a 10 ou 11 victoires d'échappées, là. 9 victoires. 9, je crois que c'est 9. Okay. Ouais. Tu vois, on a eu Alaphilippe, Van Der Poel au début. Là, c'est pas des échappées, mais c'est des victoires en solitaire. En fait, voilà, 9 victoires en solitaire. C'est ce que disait Guillaume Grazia tout à l'heure. C'est la 10e aujourd'hui. C'était la 10e aujourd'hui. Merci beaucoup pour ce complément d'information. Mais est-ce qu'il y a eu là, j'essaie de chercher. Est-ce qu'il y a eu des échappées qui vont au bout, mais qui finissent pas, où le mec finit pas tout seul? Non. Non, c'est vrai que ça. Limite, Mur de Bretagne, on peut en discuter. Parce que c'est pas une échappée, mais le mec arrive tout seul quand même. Donc, ouais, non, c'est pas une échappée, mais il n'y a pas eu d'échappée qui arrive et où il se joue la gagne à plusieurs, en fait. Non. Je crois pas. Non, ça me dit rien. Incroyable, ça. Non, pas d'échappée à 5 avec 3 Français qui finissent 3, 4, 5. T'as eu Kuss, t'as eu... Kuss, Mollema, ouais, c'est vrai, c'est ouf, ça. C'est ouf, en fait. Ouais, c'est fou. Fou, espérons-le, demain, les copains. Ah ouais, mais comme dit Robin, Joseph, il nous faut là, t'as quand même l'environnement parfait pour avoir une belle explication entre les favoris. Ah, m'engueule pas, hein. C'est pas de ma faute. Je sais. Mais tu vois, je vais même te dire, alors on est d'accord, on n'est pas d'accord, si Pogacar est patron de ce Tour de France, Pogacar, il va nous chercher, il va nous faire une belle démonstration sur le col du Portet. Voilà ce qu'on va voir. Gueuler, hein. Ça va gueuler parce que c'est ce qu'il va faire demain. Hein. Bah de là à dire que j'espère. Demain, préparez-vous. Hein. Demain, il explose tout. Hein. Bah peut-être pas d'ailleurs. Hein. J'avoue que si j'avais le choix, je préférerais qu'il explose plutôt qu'il a gagné la victoire. Mais en tout cas, je veux des vrais statements de la part des favoris, de la part des favoris généraux. What did you say? Un statement. Et pour le coup, je sais pas trop comment
comment on le traduit en français. Mais en gros, voilà, j'ai envie que les favoris tapent du poing sur la table et montrent des vrais objectifs. Que Carapaz nous dise le matin, j'ai envie d'aller chercher cette victoire d'étape. Que Henrik Mas me dise qu'il a envie de chercher cette victoire d'étape. Que Pogacar dise, je veux montrer que je suis le patron du Tour de France aujourd'hui. Et voilà, qu'on ait un vrai festival dans le col du Portet, qui est le col peut-être le plus dur de ce Tour de France. Donc, Eh bien, on va regarder son profil, Polo, parce qu'avant, il y a deux autres. ouais. Il y a le Bon, Tourmalet déjà, quand même. il y a 113 km de plat très relatif, mais vous m'aurez compris, sans difficulté majeure, jusqu'au sprint de Bagnères de Luchon. À Bagnères de Luchon, donc, on commence à monter le col de Perresourde, le mythique col de Perresourde, avec un passage notamment à 9%. Donc 13 km de montée, ça va pas être simple. À voir les conditions, parce que je ne sais pas trop. Je sais qu'en France, globalement, il continue à pleuvoir. Ici, à Paris, c'est une Il va pas faire catastrophe beau demain. absolue. J'ai Ouais. envie de me flinguer. Il va pas Bref, faire beau. descendre du coup. Ensuite, on reprend le col de Val-Louron, voilà, qui est un peu plus rapide du coup en termes de nombre de kilomètres. Mais là, il y a presque 2 kilomètres à 10% de moyenne. Donc là aussi, ça va être compliqué. Alors, on arrive à 1500 mètres et l'autre Perresourde aussi, hein. 1500 mètres, donc on va pas très haut. En revanche, le col du Portet, eh ben, Quel c'est plus chantier. long que les deux précédents et ça va plus haut et c'est plus dur. Donc c'est un col extrêmement compliqué que Pogacar en parle comme la journée la plus compliquée du Tour de France. Et quand on voit l'avancée dans la fatigue des coureurs globalement est telle qu'ils en parlent, ça va effectivement, Polo, potentiellement être un chantier. Tu as un peu évoqué ce que tu voyais demain, ce que tu attendais. Robin, toi, tu attends quoi? Bah, j'attends aussi une explication entre favoris, mais je suis vraiment pas certain qu'on va l'avoir, hein. J'aimerais qu'on l'ait, mais en fait, je me demande qui va se mettre à rouler pour que ça arrive entre favoris. Est-ce que UAE a envie de gaspiller de l'énergie, entre guillemets, là-dedans? Alors oui, pour l'honneur, pour l'ego de Pogacar, ok, pour te dire, voilà, on va gagner une étape en montagne. Ce serait beau, mais est-ce que vraiment ils vont le faire? Je suis pas certain. Et les autres, j'ai encore moins de certitude. Donc, je pense que c'est encore 50-50 entre l'échappée et les favoris. J'espère que les favoris vont se battre pour la victoire parce que j'ai envie de voir ça. Parce que je pense aussi que ça va inciter les mecs à attaquer plus franchement. Parce qu'un Vingegaard, s'il a une victoire d'étape sur le tour à portée de main, je pense qu'il va essayer de le mettre en galère, Pogacar. Et là, on va vraiment voir. Alors que quand tu es 14 minutes derrière les échappés, t'as pas envie de t'emmerder quand tu sais que tu vas rien reprendre parce que derrière il y a une descente ou ceci ou cela. Bon, tu vas pas t'embêter à mettre des attaques pour rien, quoi. On a vu au Ventoux qu'il avait tenté, ça n'a pas servi à grand chose, même si ça nous a fait un peu vibrer pour quelques minutes. Donc voilà, j'ai envie qu'il y ait les favoris qui arrivent au pied une minute derrière les échappés et que tout ça se joue à la pédale. Après, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il va, il va y avoir beaucoup de plats. Donc, ça risque de rouler vite parce qu'il va y avoir une grosse bagarre pour prendre l'échappée. Il y a des gros points à aller chercher pour le classement du maillot à pois. Il y aura des costauds devant. Il y a plus de points au Tourmalet quand même, hein. Ouais, mais est-ce que justement, tu vois, quand on réfléchit un peu, est-ce que si les favoris au général, et notamment Pogacar, décident de cocher une étape, ce serait pas plutôt celle de demain qui est plus mythique plutôt que celle Ouais. d'aujourd'hui? C'est encore une fois très difficile à lire. Par contre, demain, je pense que pour le maillot à pois, ça va encore tirer dans tous les sens. On a vu que les gars se sont reposés, entre guillemets, aujourd'hui. On a vu Van Aert essayer de prendre l'échappée quand même. Wood Poels est resté bien au chaud. Woods est resté bien au chaud. Quintana a un peu tenté, mais sans trop forcer non plus. Demain, à mon avis, ils vont vouloir y aller. Et là, pareil, ces mecs-là, il ne faudra pas leur laisser trop longtemps au pied du col du Portet. Donc voilà pour cette preview de cette étape dont on attend effectivement apparemment énormément. Espérons qu'on ne soit pas déçus malheureusement. C'est l'heure de passer à la rétro. Aujourd'hui, Roby, tu nous parles d'un petit Suisse. Un petit Suisse, ouais. On va parler d'Hugo Koblet, vainqueur du Tour 51, parce que c'était il y a pile 70 ans et qu'il avait pris le maillot jaune dans les Pyrénées. À l'époque, c'était sur la 14e étape vers Luchon. Il fallait grimper dans la même journée Tourmalet, Aspin et Peyresourde, donc du classique pyrénéen. Et à l'arrivée, Hugo Koblet devance Fausto Coppi, qui est le seul à avoir pu tenir sa roue. Ce qui est une petite surprise à l'époque parce qu'on pensait Hugo Koblet moins bon grimpeur que ses rivaux.
Ses rivaux principaux, disons, c'est les Français Bobet et Gemignani, et les Italiens avec Coppi, Magni et Bartali. Surtout en première semaine, Hugo Koblet, il avait fait beaucoup d'efforts pour aller dans des échappées, pour pas gagner grand-chose au final, et on commençait à se dire du côté des journalistes, des observateurs et puis aussi des managers des autres équipes qui perdaient beaucoup d'énergie pour pas grand-chose. Voilà, essayer chaque jour d'aller faire la nique un peu aux autres favoris, de les surprendre pour reprendre une minute. Ça fonctionnait pas jusqu'à maintenant. Mais il y a un premier tournant, c'est le gros chrono à Angers, où Hugo Koblet fait un énorme coup, revient troisième du général devant tous les autres favoris. Et ensuite, quelques jours plus tard, vers Agen, il en remet une couche avec une nouvelle échappée, 140 km en solitaire. Cette fois-ci, ça fonctionne. Il reprend 2 minutes 30, alors que toutes les fois d'avant, il se cassait les dents. Et voilà, il reprend 2,30 à tout le monde. Et forcément, il fait un gros coup au général, même s'il reste en embuscade pour le maillot jaune. À l'époque, il y a Gemignani qui dit: s'il existait 2 Koblet, je changerais de métier parce qu'il en a marre de lui courir après. Et un autre coureur français un peu moins connu qui s'appelle Louis Després, il dit Koblet avançait comme un avion ce jour-là. Donc voilà, Koblet finalement prend le maillot jaune, comme je vous ai dit, ensuite dans les Pyrénées. Il confirme dans les Alpes, dans l'Izoard, puis sur le contre-la-montre à Genève. Il gagne ce contre-la-montre qui fait 97 km, avec 5 minutes d'avance sur le deuxième. On avait parlé la dernière fois du plus long chrono du Tour sur le Tour 47 avec René Vietto, un chrono de 139 bornes. Bon, voilà, 97, c'est pas mal aussi. Et donc Hugo Koblet, il gagne ce Tour de France avec 22 minutes d'avance sur Gemignani, le deuxième. Donc sacré écart, hein, c'est pas Pogacar et Uran. Et voilà, il gagne le Tour pour sa première participation. Il ne le gagnera plus derrière. Et d'ailleurs, j'ai mis là le classement général, hein, Robin, de ce Tour 1951 avec Raphaël Gemignani. D'ailleurs, c'était les pays, hein, à ce moment-là qui étaient. C'était pas encore Exactement, c'est les équipes nationales. C'était pas encore les équipes nationales. C'était mais pas encore les équipes de marque. Oui, voilà. Mais pardon. Mais Koblet, c'était pas que ça, hein, c'était aussi une personnalité, et tu vas un peu nous en parler. Ouais, c'était presque surtout une personnalité. C'était une belle gueule. Quand il gagne à Agen l'étape où il fait 140 km en solitaire, quand il arrive, il sort une éponge de son maillot, il s'essuie le visage, une éponge humide, il s'essuie le visage. Ensuite, il sort un peigne, il se recoiffe et il attend ses rivaux avec le chronomètre à la main pour voir lui-même Magnifique cette image. chronométrer. Elle est incroyable. Et tu vois, il a ses lunettes au bras un peu. Je sais pas comment on peut dire, façon Lunettes de mouche, aviateur là. là. Ouais, Ouais, façon incroyable. aviateur. Et il avait autour du poignet, quand il passe la ligne à Agen, je crois, c'était l'autre photo qu'on avait. Je crois on voit, il est en solitaire et il a un truc autour du bras. Je me demande si c'est pas autour du poignet. Je me demande si c'est pas un chronomètre. Et parce que quand il arrive sur la ligne, après, il s'arrête et il chronomètre lui-même pour savoir combien il a fait d'écart avec les autres. carotte par les Français, quoi. Exactement, sachant que sur le chrono, quelques jours avant, il y avait une erreur de jugement. On avait déclaré Bobet vainqueur avant de se rendre compte que finalement, c'était Koblet qui était allé plus vite. Donc voilà, il voulait pas se faire avoir 2 fois. Et finalement, il faisait ça à chaque arrivée, sortir son peigne de sa poche pour se refaire une beauté. On dit même qu'il avait un flacon de parfum toujours avec lui. Ça relève peut-être de la légende. J'ai pas réussi à avoir l'info fiable. Voilà, c'est entre la vraie histoire et la légende, mais ça colle au personnage. On l'appelait le pédaleur de charme, Hugo Koblet. C'est le coureur qui est beau, qui est classe sur le vélo, qui est charmant, en opposition finalement avec l'autre coureur suisse de l'époque qui gagne le Tour un an avant lui, c'est Ferdy Kubler, qui lui vient d'une famille beaucoup plus paysanne et beaucoup moins de la haute société, qui lui est un coureur super laborieux. Ou pas? Comment? C'était un peu leur Poulidor Anctil. Ouais, clairement. Alors, les Suisses sont toujours un peu plus neutres et ils ont un peu, ils ont un peu moins été dans cette dualité en mode choisir un camp. Mais il y avait une vraie rivalité entre les deux. On disait que c'était la rivalité des deux cas, Kubler et Koblet, avec vraiment deux oppositions de style, deux gars qui ont un palmarès incroyable et vraiment le laborieux Kubler et le beau gosse classieux Koblet. Qui avait Koblet des multiples conquêtes. Et finalement, Koblet, c'est le premier coureur à se préoccuper de son look, de son apparence, à vendre autant le coureur que la personnalité finalement. Et Jacques Augendre, il disait de Koblet que c'était le plus beau vainqueur du Tour de France si l'on tient pour prépondérant le triple critère du style, de l'efficacité et du panache. À la fin de sa carrière, Hugo Koblet, on lui propose même de faire du cinéma. Dans sa jeunesse, à 22-23 ans, il épouse la mannequin qui s'appelle Sonia Boule. Alors moi, je la connais pas, mais à l'époque, ça devait être une vraie personnalité. Et grâce à ce mariage, il intègre les cercles mondains. Donc voilà, c'était vraiment
autre chose, un peu plus qu'un coureur cycliste. Finalement, il termine mal. Hugo Koblet, il termine divorcé, quasi ruiné 10 ans après sa victoire sur le Tour, et il meurt dans un accident de voiture en 1964, donc seulement 13 ans après avoir ramené le maillot jaune à Paris. Il est alors un peu plus de trentenaire, mais il est encore tout jeune. Et voilà, il y a encore un doute sur cette histoire, sur la façon dont il est mort. On a privilégié la piste accidentelle, mais il n'y a jamais eu de traces de freinage, notamment sur la route. Donc il y a certaines théories qui disent qu'en fait c'était plus un suicide. Oh, Hmm. tu nous as mis dans le dur là, Robin. Désolé. Je savais pas du tout que ça s'était fini comme ça pour Ça c'est Koblet, mal fini, ouais. malheureusement. Mais Sachant on que le voit, là, Kubler, lui, est mort il y a quelques années, j'ai oublié la date, mais à 93 ans. Donc vraiment jusqu'au bout, ils ont eu des destins très, très opposés. et là, sur la photo, donc on voit avec le maillot jaune Koblet à droite avec ses lunettes Ouais, et c'est Gemignani avec son maillot de l'équipe de France exactement. qui est, Ah, bien joué de qui est à reconnaître gauche. Gemignani. Ouais, ouais. Non, mais frère, il y a écrit, il y a la légende en dessous, parce que j'ai signé la photo. Je suis pas mytho quand même. Il est trop. Ouais, non, mais je l'ai déjà vu, mais j'avoue que là j'en étais sûr, je l'aurais pas lâché comme ça, c'est Gemignani. Voilà. Donc voilà, bah merci Robin pour cette rétro absolument De rien. géniale, encore une fois. Et en plus, je sais de quoi on va parler demain. Ah, de quoi? Ah, Tu peux incroyable. faire un petit indice? Ouais, on va parler. Tu veux juste un indice ou tu veux que je te dise clairement ce dont on va Non, parler? un indice pour, Un indice, pour ok. teaser le chat. Un indice, on va parler un peu du Tourmalet. Hmm. Ah, me dis pas que C'est très tu vague, vas ça pourrait raconter être plein de quelque choses. chose. Ça pourrait être plein de On choses, va c'est pas vrai. parler que du Tourmalet. Voilà, ça c'est un vrai indice. On va pas parler que de ça. Voilà. Ok, Hmm. d'accord. Hmm. Bon, bah, on attend ça avec impatience. Passons à la chatroom, les amis. Petite question, n'hésitez pas, allez-y, posez vos questions alors que je suis en train de lire vos réactions à la rétro-bain. Régale à cette rétro-bain d'après Hazard. Si, les Voilà, gars. tu as des félicitations. Robin, il nous régale. Merci, les gars. Je sais pas qui met ça. Alors, allez-vous acheter le Monopoly cyclisme, dit le cyclisteur. Vous l'avez vu ou pas? Je l'ai Oui, vu passer. je l'ai vu passer, je ne l'achèterai pas, mais si on me l'offre, je jouerai avec plaisir. J'aime beaucoup le Mais Monopoly. c'est quoi les cases du coup? Ça doit Bah, être l'école, non? je sais pas du tout. Monopoly, Des calls ou des courses, je sais pas du tout. nous dans le chat si c'est un Monopoly spécial Tour de France, effectivement. Alors, je suis en train de lire un article de. Vous pouvez acheter effectivement, par exemple, le Ventoux, Ouais, c'est ça, ouais. Ah, il a le raison, Alpe Polo. d'Huez parce que c'est joli. Voilà. Le Ok. Tourmalet, le Vélodrome de Roubaix. Et tu mets des hôtels après sur le Vélodrome de Roubaix? Bah, je sais pas. Je Ou au sais pas, sommet mais du ça va. Tourmalet? On sait Tu pas mets encore, tu c'est mets en des vélos? 2022. Ah bah oui, c'est peut-être alors. On va voir, mais oui, moi je vais l'acheter, ça peut être rigolo. C'est vrai? Ouais, pour vous On fera tartiner un une peu. partie, on se réunira et on fera une partie sur Twitch. Tac, tac. Une question. Nibali va chez Astana l'année prochaine. Alex, alors d'après ce que j'ai lu aujourd'hui, effectivement, en fait, on a su vraiment que Vinokourov s'était fait clairement virer par Astana, même si on s'en doutait un peu, et que avec ce départ, Nibali potentiellement pourrait revenir chez Astana. Quel est l'intérêt pour le coureur? Quel est l'intérêt pour l'équipe, les gars? Est-ce que vous le comprenez? Bah, non, Pour je le sais. coureur, c'est un retour dans un endroit où il a kiffé. Ouais, voilà, c'est ça. Pour Astana, écoute, j'ai du mal à comprendre le move. C'est peut-être un cadeau aussi pour un coureur qui Remise a rendue. beaucoup apporté ouais, qui a beaucoup apporté à son équipe, hein, notamment à Tour de France. Donc écoute, voilà, après sportivement, j'ai quand même du mal à voir le projet même sur le court terme. Donc voilà. Une autre question. Le retour d'équipe nationale de temps en temps sur le tour vous ferait-il kiffer? Demande Roy. Oui, oui, moi oui. Je sais plus si Ouais. c'est avec vous qu'on en parlait, mais un tour à l'équipe nationale tous les 4 ans, C'est ce que propose événementialisé. Qui proposait Philippe ça Brunel, déjà? hein. C'est Philippe C'est Bonnet. Brunel qui C'est proposait Philippe ça, Bonnet, voilà. voilà, c'est ça. Avec qui t'en parlais pas du tout avec lui, hein. Il en parlait Non, tout mais seul. avec qui j'en parlais, mais en fait, je me demandais parce que j'avais lu ça récemment, et c'était dans Moi l'interview de aussi, je me Philippe suis demandé. Bonnet, justement. Et pour le coup, c'est une super idée. Pas tous les ans, parce que ça fait un manque à gagner de ouf, mais tous les 4 ans, façon Coupe du Monde, tu t'envoies un Tour de France par équipe nationale,
Alors évidemment, t'as des mecs qui vont être un peu lésés, d'autres qui vont l'être moins. Mais c'est aussi le jeu d'un sport qui est aussi collectif, hein. On a parfois un peu tendance à l'oublier. L'idée est géniale, mais par contre, je pense qu'on ne se rend pas compte du manque à gagner terrible niveau sponsoring et niveau Ça ne sera pas accepté, c'est clair. que c'est quasiment impossible. C'est même sûr que c'est impossible. On peut pas rétro-pédaler comme ça. Ouais, je sais pas. Moi, je pense que c'est. Il y a trop d'argent en jeu, quoi. Sponsor, ça dépend des sponsors. Il y en a peut-être certains qui Après, gueuleraient. tu peux mixer les deux. Hein. Potentiellement, tu peux mixer les deux. Je sais pas. S'ils veulent laisser écrit Groupama FDJ, AG2R, de Kenan Quickstep sur les maillots, ils peuvent. Un maillot de l'équipe de France. Mais tu sais, ils courent tous avec un maillot équipe de France et puis ils ont leur sponsor dessus. Je sais pas. En vrai, je pense que il faut pas voir seulement le côté on perd quelque chose, parce que en vérité ça ferait une exposition tellement incroyable et nouvelle pour le Tour qu'on parlerait davantage du vélo, et que donc ces sponsors qui sont présents toute l'année, évidemment qui seraient un peu moins mis en avant sur ce Tour de France fait par équipe nationale, mais ils gagneraient tellement dans la médiatisation globale du vélo et l'intérêt global pour le vélo, que l'un dans l'autre je suis persuadé que tu es gagnant. Et quand tu vois les deals qui se font aujourd'hui, tu signerais peut-être des deals sur 4 ans avec les sponsors pour être sûr que ça comprenne une des années où il y aura un Tour de France par équipe nationale. Et voilà, le sponsor s'engage en sachant qu'il a 3 Tours de France où ce sera lui et un Tour de France où ce sera équipe de France, équipe de Grande-Bretagne, d'Italie, etc. Moi, je pense que c'est pas complètement délirant, sachant que tu as beaucoup de sponsors quand même qui sont des historiques. Quand tu regardes Quickstep, Cofidis, AG2R, Groupama FDJ, quand tu regardes, alors qu'est-ce qu'on a d'autre à l'international, Movistar, c'est des équipes qui sont là depuis super longtemps, des sponsors qui sont là depuis super longtemps. Je pense que une idée comme ça, eux, ils sont au courant de ce dont a besoin le vélo pour avoir plus d'impact dans la société. Je suis pas sûr qu'ils soient complètement réfractaires. Évidemment que tu vas en avoir pour gueuler, et peut-être même certains, c'est sûr, qui décideraient de ne plus investir dans le vélo à cause de ça. Mais tu en trouverais peut-être d'autres aussi qui seraient sensibles au projet et tout. Je suis pas sûr que ce soit si infaisable. Et puis tu peux démarrer en faisant une fois déjà, en attendant de voir si tu l'installes tous les 4 ans, par exemple. Tout à fait, tu m'as convaincu. Dernière petite question, les gars. J'ai vu qu'on demandait des news transferts. J'en ai pas vu plus que ça, si ce n'est que Jan Uijtdebroek, le petit crack soi-disant belge, va signer chez la Bora. Chez Voilà Bora, ce que j'ai vu. Bora qui fait un gros mercato. Mais Un beau j'attendrai mercato, ouais. la fin du Tour de aussi. France pour m'y intéresser. Ouais, moi aussi, pareil. Quiz, les gars, pour terminer. Un dernier petit quiz et après on aura fini avec cette belle journée. Alors aujourd'hui, c'est un petit quiz sur Laurent Jalabert, les copains. Tu peux me taper là-dessus, Polo. Moi, je parle pas. On va voir ça. Alors, merde, ok. Alors, je dois juste rentrer un mot de passe, les amis, pour récupérer le petit fichier. Je suis désolé. Ah non, c'est bon. Il est où hop, tac. Mais en attendant, voilà. Ok, c'est bon. Parce que sinon, j'avais vu une autre question qui m'intéressait tout à l'heure. Vas-y, Polo. On n'a pas du tout parlé d'Ineos dans les équipes les plus décevantes, tout simplement parce que pour moi, le Tour d'Ineos, et quelqu'un l'a relancé dans la chatroom, le Tour d'Ineos sera jugé dimanche soir sur les Champs-Élysées avec la place de Richard Carapaz. Si Carapaz fait deuxième, je pense que ce sera un tour sauvé, pas réussi, évidemment. Acceptable. S'il fait autre chose que deuxième, troisième, voire en dehors du podium, ce qui est encore possible, là, ce sera un tour complètement raté pour Ineos. Mais là, pour le coup, à l'instant T, c'est difficile de faire un jugement sur le tour d'Ineos. Très bien. En fait, les gars, on va pas le faire sur Jalabert parce que c'est un peu trop facile. Allez, c'est trop facile. Je le fais sur Andy Schleck, ça te va, Paul? Là, pour le coup, je perds mon avance je perds mon avantage psychologique que j'avais sur Robin. Bon, allez, Laurent Jalabert, alors. Non, fais Andy Schleck. Non, parce que je suis sur Viran qu'il était un peu facile, c'était vachement rapidité. On va voir, là, c'est aussi de la rapidité, de toute manière. Année de sa victoire sur la Vuelta. Andy Schleck, jamais. Non, du coup, c'est Laurent Jalabert. Ah non, oui, non, 95. Attendez, du coup, j'étais parti sur Laurent Jalabert. Allez, Andy Schleck, ok. Pour lui, il a changé. Il a vu que déjà, il s'était planté sur l'année de la Vuelta. Il a dit j'ai dit 96. Année de sa victoire officielle sur le Tour de France. 2010. Ouais.
Robin. 1-0. Polo, t'as pas dit là. Non, J'ai dit 2000. j'ai dit 2000. Ok. J'ai pas eu le temps de finir. Dans quelle équipe a-t-il démarré sa carrière? CSC. Exactement. En quelle année Andy a-t-il gagné Liège? 2009. Tout à fait. Voilà, c'est Donnez-moi une victoire d'Andy sur le tour. Galibier. Galibier. Je sais pas qui l'a dit le premier. Je sais pas qui l'a dit le premier, les amis. Mais les deux. Moi je sens que je le dis avant, mais avec le Ah, décalage, je pareil. pense Moi, j'ai qu'on a dû- cette même on a dû le impression dire en aussi. même temps, en vrai. Allez, Robin. Bon, tout le monde dit Robin. Oh, 4-0. putain. Donnez-moi une autre victoire d'Andy. Tourmalet. Tourmalet. Bravo, J'ai été loin. Polo. Il a terminé deuxième de la Flèche 2009. Derrière qui? Evans. Non, Kolobnev. non, Gilbert. Non, non. n'importe quoi. La Flèche 2009. Non, non, pardon. Quand Andy gagne, qui termine deuxième de la Flèche, pardon? En 2009, du coup. Valverde. Non, Gilbert. non, Kirchen. non. Ça a été dit dans le chat. Bravo, Paul. Pourito. Non, Schumacher. non. Un Italien. Contador. Un Italien. Rebellin. Rebellin. Bravo. Quel est le premier grand tour auquel Andy a participé? Giro 2007. Pardon, Giro 2007. Ouais. Ah, Alors là. J'avais prévenu que sur Andy Schleck, il n'était pas bon à prendre, Robin. Combien de fois Andy a-t-il gagné le maillot de meilleur jeune sur le tour? 2. 3. Merde. Quand il gagne Liège, Franck contrôle un adversaire dans le groupe des poursuivants. Qui? Vinokourov. Ah non. Non? Gilbert. Non. Valverde? Ah non. Franck contrôle un adversaire dans le groupe. Pourquoi tu dis bah non, genre comme si c'était évident? Bah, l'adversaire qui termine deuxième en 2009. Rebellin? Oui. Oh. Alors là, elle est très compliquée, mais on l'a fait quand même. Dans quelle équipe française Andy a-t-il terminé sa formation? Française des Jeux? Non. WC La Pomme, non, c'était quoi? Crédit Non. Agricole? Non, c'est à l'opposé de WC La Pomme. Nogent-sur-Oise? Non. Encore plus haut. Lille. J'ai trouvé dans le chat. Oui, Lille, mais alors c'est quoi? Moi, je veux le nom. Roubaix Métropole. Voilà, bravo. Ah, c'est ça, c'est Roubaix Métropole, merde. Métropole. C'est Roubaix-Lille Métropole, exactement. Les mecs dans le chat, ils sont chauds. Parce qu'il y en a qui l'avaient. Ouais, bien joué, bravo. Ouais. Qui l'avait en premier, qu'on le dise quand même. Arj, bravo Arj pour cette bonne réponse. Bon, bah voilà, les gars, victoire 7-3 de Robin sur Andy Schleck. Bravo. Écoute, C'est ça. j'en ai pris quelques-unes et c'était pas gagné C'est vrai. avant le lancement parce que c'est une machine sur Andy Schleck. C'est vrai qu'il est assez solide. Donc c'est la fin de cette quotidienne aujourd'hui. Merci à tous d'avoir été présents à nouveau. On se retrouve donc demain à 19h jusqu'à un peu plus de 20h sur la chaîne de la First Team. Comme d'habitude, merci Polo, merci Robin, merci à tous les rouleurs. On fait de gros bisous. On vous remercie encore. Ciao, ciao, bis. Salut les gars. Ciao.